Mélanie. Alors, pour finir en beauté, je laisse la parole à Michel Tozzi, qui pourra peut-être enchaîner d'ailleurs directement sur la plénière avec François Galichet, hein, pour essayer de ne pas être trop en retard sur notre timing. Donc, Michel, je te laisse la parole. Et puis, je pense qu'on peut enchaîner sur votre table ronde et votre rencontre avec François. Michel? Oui. Oui, voilà. Je te laisse la parole à la fois pour dans le cadre de l'introduction des rencontres et puis on enchaîne sur la plénière. Je pense que tout le monde a le programme. Alors, trois rendez-vous, si vous voulez. Donc, il va y avoir tout de suite donc, la table ronde avec François Galichet. Ensuite, ce soir, à 20h, de 20h à 22h, il y aura un travail, une table ronde qui est très d'actualité, puisqu'elle va porter sur l'intérêt et les limites des nouvelles pratiques philosophiques virtuelles, donc en distanciel, ce qu'on est en train de faire. Et donc, c'est une façon aussi de réfléchir donc, concrètement à notre propre pratique. Et demain, donc vendredi, à 10h30, j'animerai un atelier donc, avec des enfants, avec une quinzaine d'enfants de CM2, donc de 10 ans, à l'école La Source de Meudon, sur le temps passe-t-il toujours à la même vitesse. Alors, je vous signale à ce sujet-là qu'il faut que vous vous rebranchiez sur le site, puisque la référence de Zoom a changé donc, pour cette démonstration. En dernière information, l'ensemble de ce qui se fait, disons, pendant ces 2 jours, donnera lieu à une publication dans le numéro 88 de Bioteam, qui aura lieu donc, le 1er mars, qui sera publié le 1er mars donc, 2021. Donc là, vous verrez de manière, disons, beaucoup plus approfondie, par exemple, ce que nous disons, donc, ce que nous allons dire avec François Galichet dans la table ronde tout à l'heure. Tu veux présenter éventuellement François Galichet ou les… Je pense plutôt, je vais vous laisser vous présenter. Pour celles qui ne vous connaissent pas, toujours dans… Alors là, je suis gardien du temps un petit peu, hein, c'est pas toujours le très bon rôle, mais notre table ronde… Donc, table ronde, votre rencontre et discussion avec Michel. Donc, si vous avez tous le programme des rencontres sous les yeux, donc on va commencer cette rencontre entre Michel Tozzi et François Galichet avec cet intitulé « Conceptualiser et ou interpréter philosophiquement le temps », donc que j'ai l'honneur d'animer. Alors, juste, je vais vous laisser vous présenter vous-même, hein, Michel et François. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, vous pouvez poser vos questions. Donc, on va avoir 20 minutes maximum d'intervention chacun et ensuite un temps d'échange. Je dis maximum parce que je vois que le temps passe vite. Et donc, vous pouvez poser vos questions à Michel, à François dans le chat, dans la fonction donc converser, discuter. Je prends les questions, j'en ferai la synthèse. Et donc, je donnerai les questions après l'intervention de Michel et de François. Michel et François, peut-être je vous laisse vous présenter. Michel, tu te présentes. Et ensuite François. Et ensuite, donc, c'est à Michel de commencer la prise de parole. Bien, mais Michel Tozzi, donc je m'intéresse aux nouvelles pratiques philosophiques depuis 1998 et je pratique donc notamment les ateliers de philo avec les enfants, mais aussi des cafés philo, randonnées philo, ciné philo, etc. depuis 2000. Donc je suis à l'origine avec Jean-Charles Pétier notamment et d'autres collègues de la première rencontre qui a eu lieu donc en 2001. Et depuis, donc, je continue donc, les recherches, les formations donc, et la pratique. Voilà, si vous voulez, donc, j'essaye de développer un dispositif qui s'appelle la discussion à visée démocratique et philosophique, en formant les gens et en continuant à analyser ses effets. Voilà. Merci Michel. François, tu veux te présenter? Ah, on ne t'entend pas, François. Réactive ton micro. Attends, je vais voir si moi je peux le faire techniquement. Oui. Je pense. Oui. C'est bon là? Oui, c'est bon. On t'entend et on te voit. Voilà, donc François Galichet, ancien professeur à l'Université de Strasbourg et à l'UFM d'Alsace,
Et j'ai rencontré l'intérêt pour les nouvelles pratiques philosophiques grâce à Michel, dans un séminaire mémorable à la rue Clébat, qui m'a sensibilisé aux questions de didactique de la philo et ensuite de philosophie avec les enfants. Donc, j'ai écrit quelques ouvrages sur la question, dont le dernier traite plus particulièrement de la compétence interprétative dont nous allons parler maintenant. Voilà. Merci beaucoup, François. Ben, écoute, Michel, je te donne la parole pour ton intervention sur cette thématique. Voilà, donc je compte sur toi pour au bout de 20 minutes donc m'arrêter si j'étais un petit peu trop long. Oui, alors peut-être d'abord faut-il préciser pourquoi cette table ronde a été, disons, proposée. J'anime depuis, enfin, j'ai mis au point dans mes recherches, si vous voulez, à l'université de Montpellier, un dispositif qui s'appelle la discussion à visée démocratique et philosophique, qui implique, disons, un modèle que j'ai appelé un modèle de didactique et de l'apprentissage du philosophé, à base de 3 processus de pensée: la problématisation, la conceptualisation et l'argumentation. Et François Galichet, lui, travaillant un petit peu, disons, de son côté, a pensé qu'il y avait une compétence qui était absolument, disons, fondamentale, la compétence interprétative, donc, ou herméneutique. D'où son ouvrage qu'il a publié donc, en 2019 sur philosophie à tout âge, une interprétation, une approche interprétative donc, du philosophie. Et alors, la question, alors ça a donné lieu finalement à une grosse discussion entre nous, avec beaucoup de correspondances, etc., pour savoir si la capacité, disons, d'interprétation était la capacité dominante, finalement, donc, auquel les autres seraient un petit peu donc, subordonnés, ou bien alors si c'était une 4e, disons, compétence par rapport aux 3 que j'avais proposées: problématisation, conceptualisation, argumentation. Et c'est un petit peu donc, la suite de cette discussion. Alors, on pourrait l'appeler presque controverse, si vous voulez, controverse didactique, que nous poursuivons. Et alors, nous sommes d'accord sur le fait que, pour cette table ronde, nous présenterons donc l'approche plutôt conceptualisante, moi-même, et l'approche interprétative, donc François, plutôt de manière, disons, à la fois de manière distincte, puisque nous allons chacun proposer notre approche, et mais en même temps, disons, complémentaire. C'est ça notre position, pour montrer qu'on peut finalement rentrer soit par l'une, soit par l'autre, soit par les deux, de manière, disons, complémentaire. Voilà. Alors, en ce qui me concerne, je vais donc développer, pendant le temps dont je dispose, l'approche conceptualisante, et sur la notion de temps, puisque c'est le thème qui a été choisi donc, pour notre colloque, et puis ensuite ça illustrera de manière très concrète nos deux démarches. Mais tout d'abord, on peut se demander évidemment qu'est-ce que conceptualiser. Conceptualiser, c'est une compétence, me semble-t-il, qui semble absolument, disons, fondamentale dans l'apprentissage du philosophie, car elle-même, elle a été pratiquée par un grand nombre de philosophes. Socrate commençait toujours, enfin Platon le montre bien, qu'est-ce que, donc on essaye quelque part, disons, de préciser une notion, que ce soit la courage, donc la beauté, donc le temps, donc pour ce qui nous concerne, c'est répondre un peu à la question, disons, qu'est-ce que. Et Gilles Deleuze, grand philosophe donc, du XXe siècle, disait que la philosophie, c'était précisément la création, disons, de concepts. Ce qui montre finalement que le processus philosophique par excellence, me semble-t-il, c'est quand même, disons, la conceptualisation. Donc, là, il y a là un enjeu extrêmement, disons, important, et on peut définir peut-être la conceptualisation comme une tentative, finalement, à partir d'une notion, comme par exemple, disons, la notion de temps, qui nous occupe, essayer d'aller au-delà du mot lui-même, qui représente une idée générale et abstraite, pour passer d'une idée générale et abstraite à une idée beaucoup plus, alors, Gilles Deleuze dirait configurée, c'est-à-dire parler d'une représentation floue, donc une idée générale et abstraite, mais relativement indéterminée, à un concept, c'est-à-dire une configuration plus précise, quelque part, de cette notion, et notamment en essayant de déterminer un certain nombre de contours donc, de cette notion. Alors, si donc la conceptualisation est très importante dans la démarche du philosophie, tout le problème pour les didacticiens, François, moi-même, Edwige, donc et d'autres, c'est de savoir comment on peut aider les enfants, les adolescents et les adultes à philosopher. Donc, je vais vous dérouler un petit peu 7 ou 8 pistes qui me semblent très intéressantes
lorsqu'on veut conceptualiser. Conceptualiser, on peut d'abord dire, première piste, que c'est essentiellement définir, c'est-à-dire essayer de donner un contour, je disais, suffisamment précis, plus précis en tout cas, donc à la notion. Alors, on peut évidemment donner plusieurs définitions du temps. On peut dire par exemple que c'est l'ensemble des conditions physiques des basses couches de l'atmosphère à un moment et à un lieu précis, c'est la définition du temps au sens, si vous voulez, donc de la météorologie. On pourrait dire aussi que c'est la période qui va d'un événement antérieur à un événement postérieur, donc voilà. Mais il y en a plein, disons, de définitions du temps. Je parlerai par exemple de définition du temps philosophique. Par exemple, celle de Platon est assez intéressante. Il dit que le temps, c'est une imitation mobile de l'éternité qui progresse suivant la loi des nombres. Voilà donc la définition platonicienne, si vous voulez, du temps. Une autre définition, par exemple, qui est tout à fait opposée, beaucoup plus récente, qu'on trouve dans l'existentialisme, par exemple, le temps, c'est ce qui unifie la conscience par l'accord du passé et de l'avenir à travers le présent. Donc, une bonne manière de conceptualiser traditionnelle, c'est la conception aristotélicienne. Vous savez peut-être que Aristote définissait l'homme comme un animal raisonnable, l'animal étant le genre prochain auquel l'homme peut être rattaché, et raisonnable étant l'attribut, si vous voulez, donc, qui le caractérise, c'est-à-dire la différence spécifique qui distingue l'homme des autres animaux. Donc la définition par le genre prochain et la différence spécifique c'est-à-dire les attributs qui le caractérisent, est une façon finalement de définir la notion. On pourra par exemple définir le temps en disant que le genre, c'est un changement, hein, le temps c'est un changement, mais en essayant de préciser quel genre de changement c'est. On dira par exemple, s'agissant par exemple du temps linéaire, que c'est un changement mais qui est continu, c'est-à-dire où il n'y a pas de saut. On pourra dire aussi qu'il est indéfini, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'arrêt, il continue si vous voulez, mais disons sans s'arrêter. On pourra dire aussi que c'est un genre de mouvement. Là, on voit qu'il y a une métaphore spatiale, hein, c'est un des genres de mouvement, mais ce n'est pas n'importe quel mouvement. C'est un mouvement qui, par exemple, toujours avance, jamais de recul, qui est irréversible. Donc, vous voyez comment, par la définition aristotélicienne du concept, on peut donc définir le temps. Donc, ça, c'est une première voie, si vous voulez. Une deuxième voie pour définir, c'est d'essayer d'organiser une carte conceptuelle du temps. Je crois qu'Anouchka Wyss nous parlera donc des cartes conceptuelles. Alors, on met le temps, si vous voulez, donc au centre, et puis ensuite tout autour, avec un certain nombre de flèches, on met différentes notions qui sont nécessaires pour penser le temps. Par exemple, pour penser le temps, on a peut-être besoin du nombre. Pour penser le temps, on a besoin peut-être de la durée. Pour penser le temps, on a besoin du passé, du présent et de l'avenir, etc., etc. Et on tisse ainsi une espèce de trame notionnelle que j'appelle une carte conceptuelle, donc qui est formée à partir de l'ensemble des notions qui sont nécessaires pour penser la notion du temps. Ça, c'est une carte conceptuelle qui est très, très importante, si vous voulez. Pour faire une carte conceptuelle aussi, on peut utiliser des distinctions conceptuelles, c'est-à-dire faire des rapprochements, chercher par exemple dans des notions qui sont différentes ce qui les rapproche et ce qui les distingue. Alors prenons deux notions, par exemple la notion d'espace et la notion de temps. Mais voilà deux notions qui se rapprochent d'un certain point de vue. L'espace et le temps sont les formes dans lesquelles précisément nous existons. Notre condition humaine, c'est une condition spatio-temporelle, si vous voulez. Donc, le temps et l'espace sont étroitement liés dans cette, disons, condition-là. Kant disait aussi que ce sont des formes a priori de notre sensibilité, c'est-à-dire les catégories dont nous avons besoin, quelque part, pour percevoir et pour penser, disons, le réel. Donc, voilà les points communs qu'il y a à l'espace et au temps. On pourrait dire aussi, au contraire, qu'il y a des différences fondamentales entre l'espace et le temps, que par exemple, l'espace, c'est ce qui peut être relativement maîtrisable, alors que le temps est relativement, disons, immaîtrisable. Par exemple, un philosophe disait l'espace forme de ma puissance, le temps forme, disons, de mon impuissance. Alors, l'espace peut être maîtrisé parce que je vais à un endroit, je peux revenir au même. Donc, il n'y a pas cette irréversibilité qu'il y a du temps. Alors que le temps, bon, une fois qu'il court, il ne s'arrête plus, c'est moi qui cours après, souvent d'ailleurs. Et donc, on voit que l'irréversibilité du temps s'oppose de ce point de vue-là à l'espace, où on peut revenir au point d'où on est parti, ce qui n'est pas le cas, disons, dans le temps.
Donc, vous voyez comment, par les distinctions, rapprochements, oppositions, on peut arriver donc à définir donc une notion. Une autre distinction conceptuelle, je peux en parler peut-être s'il y a des questions là-dessus, c'est la différence entre le temps objectif, c'est-à-dire le temps de la montre, si vous voulez, le temps mathématique, le temps de la physique, par exemple, classique, et puis ensuite le temps subjectif, le temps de la conscience, qui lui passe plus ou moins vite, etc., selon qu'on est dans l'attente ou dans l'ennui, ou au contraire, dans le plaisir. Quoi. Donc là, il y a une distinction fondamentale à l'intérieur même de la notion. Donc ça veut dire que cette notion, elle peut avoir plusieurs sens, elle peut être subdivisée, disons, elle-même, en temps objectif et en temps subjectif. Une autre façon de travailler, disons, la notion, ça va être non pas de chercher quelles sont les notions sans lesquelles le temps ne pourrait pas être défini, mais quelles sont les notions qui ne pourraient pas être définies sans le temps. Et là, par exemple, on s'aperçoit qu'il y a des tas de notions qui ne peuvent pas être définies sans le temps. Par exemple, le souvenir, la mémoire, l'oubli, l'histoire qui renvoie au passé, le projet, la prévision, la programmation, la planification, qui renvoie par exemple aux oreilles à venir. Et on pourrait là insister sur toutes les nuances, si vous voulez, du vécu de la conscience. Par exemple, le regret et la nostalgie, où c'est malheureusement déjà passé et ne reviendra plus. Le remords, qui est la version éthique, si vous voulez, du regret, où je ne peux effacer le passé, dont je me sens responsable et coupable. L'attente, où ça n'arrive pas. Avec l'impatience, quand ça tarde à venir. L'urgence, qui elle ne peut pas attendre, alors que la patience sait attendre. La précipitation, où on va accélérer le temps. L'ennui, où ça ne passe pas. On est coincé dans un instant vide, si vous voulez. L'espoir ou la crainte, qui sont deux versions opposées de se situer par rapport au temps, l'une plutôt optimiste, l'espoir, et l'autre plutôt pessimiste concernant la crainte. Donc, vis-à-vis de l'avenir, vous voyez, c'est difficile de penser le concept d'espoir et de crainte sans envisager, disons, la question de l'avenir. Ou la science-fiction, qui imagine, par exemple, pour l'avenir, les conséquences soit bénéfiques, soit catastrophiques de certaines découvertes scientifiques. Vous voyez, donc, une façon aussi d'approfondir le problème du temps serait finalement, disons, d'explorer. Alors, je prends le terme explorer parce qu'il renvoie au concept de Dewey, qui est le concept d'enquête, et qui disait finalement, philosopher, c'est explorer, d'une certaine manière, disons, des notions et des questions. On peut aussi, quand on veut analyser une notion, autre piste, étudier si elle a, par exemple, des composantes internes. Alors, par exemple, là, donc, on s'aperçoit que le temps est, par exemple, tridimensionnel, qu'à l'intérieur, disons, du temps, si on veut approfondir le temps, il faut approfondir la notion de passé, de présent et d'avenir. Que cette notion peut elle-même avoir un certain nombre de composantes qui se subdivisent elles-mêmes. Par exemple, les années se divisent en jours, qui se divisent en heures, en minutes, en secondes, etc., etc. Donc, travailler les composantes internes de la notion peut être un moyen aussi, disons, de la définir. Inversement, on peut travailler sur ces composantes de la notion en les faisant varier pour configurer certaines notions. Prenons par exemple la question d'immortalité. Ben, la question d'immortalité, c'est un temps, donc l'immortalité qui a commencé, qui a donc un début, mais qui ne finira pas, donc qui n'a pas de fin. Donc vous voyez, par opposition, par exemple, l'éternité est hors temps, parce qu'elle est sans commencement ni fin. Et donc, quelque part, vous voyez, donc, en faisant varier finalement les composantes internes, disons, de la notion sur d'autres notions, ça permet à ce moment-là, disons, de les approfondir. Par exemple, prenons la différence, autre distinction conceptuelle, entre le temps linéaire, c'est-à-dire celui qui continue sans arrêt, si vous voulez, la flèche du temps avec un instant comme un mobile, si vous voulez, qui se déplace donc sur une ligne jusqu'à l'infini, si vous voulez. Le temps linéaire s'oppose au temps cyclique. Mais il y a à la fois des différences et des points communs. Par exemple, le point commun, c'est que le temps linéaire et le temps cyclique il y a à la fois une succession, une continuité, une indéfinité du temps dans les deux, mais dans le temps cyclique, on revient au point de départ régulièrement, hein, tandis que dans le temps linéaire, si vous voulez, on ne revient jamais au point de départ puisqu'on va toujours plus loin, on s'éloigne toujours plus, si vous voulez. Donc ça, c'est important, faire varier, disons, les composantes pour analyser donc les notions. Une autre façon d'analyser donc les notions, c'est la question du langage. On peut, par exemple, alors ça c'est intéressant parce que ça permet aussi de faire du travail interdisciplinaire, par exemple du travail en français. On peut travailler par exemple sur les mots du temps.
On fait une liste, par exemple, des mots du temps, durée, siècle, année, saison, mois, semaine, jour, heure, minute, seconde, période, cycle, âge, date, ère, moment, génération, passé, présent, futur. J'en ai une quarantaine comme ça. Donc, on travaille sur les mots du temps pour montrer comment le langage, précisément, essaye de traduire quelque chose qui, en fait, est assez difficile à saisir. Augustin disait que bon, le temps, quand on me le demande pas, je sais ce que c'est, mais quand on me le demande, précisément, je ne le sais plus. Or, c'est ce qu'on va essayer de faire dans l'approche conceptualisante, c'est essayer de voir plus clair sur une notion qui peut-être intuitivement nous paraît claire, mais finalement, dès qu'on essaye de la cerner, d'en décider, disons, les contours, devient beaucoup plus difficile. On peut travailler, si vous voulez, donc en grammaire. Par exemple, disons, en grammaire, eh bien, on décline le temps en présent, passé composé, imparfait, passé récent, passé simple, plus que parfait, passé antérieur, futur proche, futur simple, futur antérieur. Vous voyez donc que la langue, à elle-même, s'est organisée pour pouvoir dire le temps, pour pouvoir nommer quelque part le temps. Et ce sera intéressant là, de voir que le temps n'est pas nommé de la même façon suivant les différentes langues, puisque chaque langue est une vision du monde. Et chaque langue étant une vision du monde, elle est en même temps, si vous voulez, donc une vision du temps. On pourra travailler aussi, par exemple, sur les adverbes. Les adverbes sont assez intéressants parce qu'ils permettent une détermination du temps. Et aujourd'hui, après, aussitôt, autrefois, avant, bientôt, déjà, demain, encore, enfin, ensuite, hier, jadis, jamais, maintenant, quelquefois, parfois, puis rarement, récemment. Bon, j'en ai une trentaine, si vous voulez, comme ça. C'est-à-dire que les adverbes sont une manière, quelque part, de déterminer le temps. Vous voyez comment la langue utilise finalement un certain nombre de moyens, qui sont des moyens grammaticaux, qui sont des moyens sémantiques, si vous voulez, pour permettre d'analyser, disons, la notion. Même chose à travers des expressions. Hein. On fera la liste des expressions. Là, j'en ai devant moi une trentaine. Si vous voulez gagner du temps, c'est essayer de retarder un événement, perdre du temps, c'est ne pas faire un bon usage du temps. Le temps presse, c'est-à-dire qu'il y a urgence. Prendre son temps, ne pas se presser. Tuer le temps, c'est-à-dire faire n'importe quoi pour ne pas s'ennuyer. L'emploi du temps, répartir ses activités durant un temps défini. Donc là, par l'analyse des expressions du mot temps, on peut arriver à comprendre, parce que là, le mot temps est dans un contexte, le contexte langagier de son expression. Autre moyen, les citations, par exemple. Autant suspendre ton vol. Alors pourquoi Lamartine, finalement, dit qu'il aimerait que le temps se suspende? On peut poser cette question à des enfants, des adolescents, etc. Ben, on voit très bien que quand on est dans un moment, disons, très, très agréable, Lamartine, etc., romantique, etc., qui vit donc des moments amoureux, etc., on aimerait bien que dans ces moments-là, où on est avec sa bien-aimée, ben, le temps s'arrête, parce que c'est formidable, ce moment-là, etc. Donc, ou bien, à l'inverse, prenons le côté dramatique, si vous voulez, cette citation d'Heidegger, tout homme, dès qu'il est né, est assez vieux pour mourir. Et là, on voit finalement apparaître la dimension métaphysique du temps, c'est-à-dire finalement notre être pour la mort, comme dit Heidegger. Donc, vous voyez que tout ce travail donc, sur le langage peut être moyen pour conceptualiser finalement cette notion du temps. Les objets qui sont représentés juste, il te reste 2 minutes, excuse-moi. Oui, ben, je suis bon. Je suis bon. Oui, je parlais actuellement donc des objets. Les objets renvoyés à la notion peuvent permettre de trouver certains éléments de la notion. Par exemple, le cadran solaire, la montre, l'horloge renvoient à la mesure du temps. Le réveil nous rappelle le temps. La clepsydre ou le sablier évoque son écoulement. Le chronomètre indique la vitesse. Le métronome indique le rythme. Et on voit ainsi que les objets du temps nous permettent de découvrir finalement quels sont disons, ces attributs. Alors, si j'avais eu le temps, mais vous trouverez ça dans mon article, j'aurais développé deux points importants. D'une part, l'analyse de la notion dans les différents champs du savoir. Et si on analyse le temps, il n'a pas le même sens, par exemple, en mathématiques, en physique, dans la physique classique de Newton et dans la physique d'Einstein. Il n'a pas le même sens, si vous voulez, en biologie, en économie, avec des notions, par exemple, de rentabilité, en psychanalyse, où le temps ne passe plus dans notre inconscient, nous n'oublions rien, si vous voulez, etc. Donc, on voit qu'on peut explorer, disons, la notion de temps à travers les différentes sciences dures ou les différences humaines et sociales, et qui nous permettent finalement de voir dans quelle mesure le temps est polysémique. Et le dernier point donc, que j'aurais pu développer, si vous voulez, c'est d'analyser le temps à travers, je dirais, les différents champs de la philosophie. C'est-à-dire étudier le temps en métaphysique, notre être pour la mort, etc. Donc bon, voilà. Le temps au niveau épistémologique, c'est-à-dire essayer de voir comment, par exemple, disons en mathématiques ou en physique, on a essayé de définir scientifiquement le temps. Ça, c'est une réflexion épistémologique. Notre réflexion éthique, de voir dans quelle mesure, précisément, disons, le temps
peut nous mettre, disons, en porte-à-faux dans le rapport à autrui. Par exemple, quand on est en retard, et on fait attendre l'autre, si vous voulez, il y a un rapport éthique que l'on retrouverait dans la promesse, par exemple, dans l'engagement, et le rapport politique. Par exemple, la promesse électorale, si vous voulez. Donc, on voit finalement que ces différents champs philosophiques, métaphysique, épistémologie, éthique, esthétique, si vous voulez, esthétique, si vous voulez, le temps de la création artistique ou le temps de la contemplation esthétique, permettrait finalement, en explorant ces différents champs, d'approfondir la notion de temps. Voilà, excusez-moi, je suis un peu rapide à la fin. Merci. Bien, j'enchaîne. Oui, oui. Il te restait 20